كان حكم العسكر الفساد والمنكر، وين كان حكم العسكر الخير لا يهجر، وين كان حكم العسكر الشعب يكفر، وين كان حكم العسكر كتصيد الشر. بناو شاطوات والشعب ما صاب وين يبات، بناو شاطوات والشعب ما صاب وين يبات. شبعوا يرميو في الخير الملاير في البنكات، شبعوا يرميو في الخير الملاير في البنكات. كل شي ليهم والناس شي مصالح لهم، كل شي ليهم والناس شي مصالح لهم. من باريس يبداو يحفوا يلبسوا نساهم، من باريس يبداو يحفوا يلبسوا نساهم. وين كان حكم العسكر المريض اللي يصبر، وين كان حكم العسكر بالدراع تسافر، وين كان حكم العسكر شاعر ما يشعر، وين كان حكم العسكر ممنوع ليك تهضر. طلعوا لي شينيرو كولونا الكفرو، طلعوا لي شينيرو كولونا الكفرو. استعمروا ملكوا البلاد وللشعب والو والو، استعمروا ملكوا البلاد وللشعب والو. شوفوا ولادهم للخارج يبعدوهم، شوفوا ولادهم للخارج يبعدوهم، شوفوا ولادهم للخارج يبعدوهم. لي كرون سيقول والدفيز عمرهم ما يخصهم، لي كرون سيقول والدفيز عمرهم ما يخصهم. يا 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 وين كان حكم العسكر غير الكتاب يحضر، وين كان حكم العسكر حتى شي ما يظهر، وين كان حكم العسكر راجل يتحقر، وين كان حكم العسكر الراضي يتنصر. حزب واحد خلاني غريب نتمرمد، حزب واحد خلاني غريب نتمرمد. مسؤول لاباس والشعب يبدي وينجد، مسؤولين عايشين لاباس والشعب ينجد. ديمقراطية من الزيار ما بقات حرية، ديمقراطية بالكلام يكذب عليا. اشتراكية في الحملي والعظملية، Oui, une longue guerre, après que la France a capitulé, la France de Vichy n'a pas représenté dignement les valeurs de la France et les valeurs de la résistance. Une autre France s'est levée. Cette France qui s'est levée, elle a trouvé refuge où? Surtout dans les colonies. En 1943, le siège de la résistance française, la présence de De Gaulle, c'était l'Algérie. 76 ans. En 1945, 76 ans nous séparent du 8 mai 45. Ce qui s'est-il passé le 8 mai 45? Les Algériens à cette époque-là, comme une grande partie de l'Afrique occidentale, colonisée par la France, lorsque la France s'est inclinée, comme les historiens l'ont appelé les tranches défaites devant l'Allemagne nazie, c'est dans les colonies que l'armée française a pu se réorganiser. C'est les colonies qui ont donné à la France plus tard cette possibilité de se libérer. Un quart de l'armée régulière française était composé des Algériens musulmans à cette époque-là. Allô? Sur les 550 000 militaires français qui ont formé l'armée française, 23,2% étaient constitués par les Algériens musulmans à cette époque-là. Le 8 janvier, le 3e régiment des tirailleurs algériens, c'est lui qui a libéré l'Alsace.
Qui a libéré l'Alsace en 1945? Qui a donné son sang en 1945? Ce sont les tirailleurs algériens. Ce jour-là, ils ont défendu bravement et avec un courage inouï, ils ont défendu Strasbourg. Jusqu'à présent, comment ces gens-là ont été récompensés? C'est vrai, la mairie de Strasbourg, il y a pour l'histoire, Alsace, Algérie. Est-ce que vous connaissez cette plaque? 3e régiment de tirailleurs algériens. Magnifique régiment. Au début de janvier 1945, a défendu Strasbourg, mettant définitivement la ville, et j'appuie bien sur les mots, mettant définitivement la ville à l'abri des visées allemandes. Où elle se trouve cette plaque? Place de la Citadelle. Place de la Citadelle, mais presque invisible, discrète. C'est comme si réellement ces gens-là sont morts pour libérer Strasbourg. Qu'est-ce qu'on leur a donné? Une simple plaque, presque invisible, discrète. Est-ce que c'est comme ça qu'on récompense un 3e régiment qui a donné sa vie pour libérer la France? Ben, le 3e régiment des Algériens, ce jour-là, ils ont donné leur vie, ils ont libéré Strasbourg. Donc, c'est ça les chiffres. Un quart de l'effectif de l'armée régulière était composé des Algériens. Je vous donne les chiffres. Et le plus beau, l'auteur de cet article, c'est M. Belkacem Recham, un historien algérien, qui a fait sa thèse ici à l'université de Strasbourg. En 1944, un quart d'Algériens, Robert, العسكريين الفرنسيين كانوا يمثلهم الجزائريون. Un quart d'Algériens dans l'armée régulière. Un document du Comité français de libération nationale de 1944 précise. Moi je suppose ce communiqué-là. Que l'armée régulière française comprenait 23,2% de musulmans algériens. Ce qui représente 129 920 sur les 560 000. Donc c'est ça le 1 quart. Imaginez-vous. النظام العسكري الفرنسي في تلك الفترة الربع من العسكريين يمثلهم الجزائريون الإسلاميون كما يسمون في تلك الفترة. En novembre 1944, le général Juin, celui qui commandait cette armée, évaluait le nombre de soldats maghrébins sous les drapeaux à 230 000. 230 000 composait l'armée française, composée de qui? Par l'ensemble des colonies. Les soldats maghrébins sous les drapeaux, 230 000 hommes, dont 134 000 Algériens. 58% de ces 230 000 étaient composés des Algériens musulmans. Le chiffre donné par le général Spillmann est sensiblement voisin, puisqu'il parle de 140 000. Pendant la campagne d'Italie en 1944, c'est ça ce qu'il faut comprendre. La proportion de soldats musulmans. شوفوا النسبة الجنود المسلمون في تلك الفترة. Qu'est-ce qu'ils représentaient? 60%
de l'armée régulière française était composé des soldats maghrébins. Des soldats maghrébins, algériens, tunisiens, marocains, et principalement aussi l'Afrique occidentale, le Sénégal. Ils ont donné de leur vie. Ces gens-là, à cette époque-là, ils ont libéré la France. La France a trouvé dans ses colonies une véritable force pour se redresser et pour se libérer. Donc, on a une dette. Population de Strasbourg principalement, parce que ces tirailleurs algériens, ils ont libéré Strasbourg. Et les assassins en 1870, devant la Prusse, où ont-ils trouvé refuge? En Algérie. À cette époque-là, il y a une grande partie des Alsaciens qui ont vu qu'en Algérie, ils ont pris les meilleures terres. Et lorsqu'il y a eu la révolte de Mokrani, suite à ça, toutes les terres ont été prises. Une grande partie des Algériens se sont retrouvés en Nouvelle-Calédonie. Les Alsaciens, ils ont pris des terres algériennes à cette époque-là. Et lorsque ces Algériens musulmans sont venus à Strasbourg, ils ne sont pas venus ni en tant que conquérants, ni en tant que colons. Ils sont venus en tant que soldats pour libérer la France de l'Allemagne nazie. Et lorsqu'ils sont venus dans les années 70, ils sont venus comme des ouvriers, comme des immigrés travailleurs, qu'on a appelés plus tard les Chibénis. Le Maghreb a donné son sang, a donné sa sueur pour la libération de la France. Et comment on le récompense maintenant? Comment on le regarde maintenant? Maintenant, les musulmans sont devenus. Et je mets des points de suspension qu'on ne veut pas regarder, qu'on traite de tous les noms. Mais lorsqu'ils ont libéré la France, lorsqu'ils ont bâti la France, lorsqu'ils ont travaillé, lorsqu'ils ont donné leur sang et leur sueur, c'était des gens qui malheureusement n'ont même pas été respectés convenablement. La raison, elle est où? Imaginez-vous ces soldats qui ont libéré la France, le 3e régiment, habité dans la région du Constantinois, le nord constantinois. À cette époque-là, il y avait les 3 départements, Alger, Oran, Constantine. Eh bien, il y avait des soldats à cette époque-là qui ont regagné leur ville d'origine. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 mai 45? Eh bien, le 8 mai 45, lorsque les Algériens musulmans sont morts pour libérer les autres, ils ont cru qu'en donnant leur vie pour libérer les autres, c'est-à-dire la France occupée, ils croyaient qu'eux aussi, ils avaient droit à la liberté. Parce que la France coloniale leur avait promis qu'ils auront droit aussi à leur liberté. Parce que la liberté, l'idée d'indépendance, elle est liée à l'être humain. Elle n'est pas la propriété ni d'une classe, ni d'une race, ni d'un peuple. L'indépendance et la liberté sont des valeurs humaines pour lesquelles nous sommes prêts à vivre et à mourir. Eh bien, la France coloniale, lorsqu'elle avait promis que suite à l'apport du sang qui a été donné par les tirailleurs, soit algériens, soit marocains, soit tunisiens, soit africains, eh bien, on leur a promis à leur tour la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 mai 45 à Sétif? Ce jour-là, c'était le jour de marché. Je conseille également à certains amis d'écouter attentivement le témoignage qui a été fait par Keteb Yassine à cette époque, parce qu'il était lycéen à Sétif. Il le raconte dans des mots les plus clairs, les plus humains et les plus souffrants, parce que c'était un témoignage vivant. La dernière phrase de Keteb Yassine, elle est claire. Le massacre a cimenté mon nationalisme. Ça, c'est une phrase que toute la jeunesse, lorsqu'elle vit un drame, lorsqu'elle vit une injustice,
suite à cette injustice-là, ça doit nous cimenter, ça doit nous forger pour devenir de véritables combattants pour la liberté. La phrase de Cathy Destine est claire. Le massacre de Siti va cimenter mon nationalisme. Et qu'est-ce qu'il est? Imaginez-vous les années 44-45. Que vivait la population algérienne dans sa totalité, mais on parle précisément aujourd'hui de Siti, de Harata et de Galma, le nord-constantinois. Cathy Destine le dit d'une phrase simple, la misère la plus noire. Il y avait des gens qui mouraient de faim. Il y avait sur la rue des gens qui n'avaient même pas de quoi s'habiller du haut en bas. Il y avait des épidémies, il y avait la famine. C'était une société ravagée par 130 ans de colonialisme. Alors ce jour-là, c'était un jour de marché. Et en plus, un jour de fête, 8 mai. La France coloniale voulait célébrer sa libération. Eh bien, les Algériens, à cette époque-là, ils se sont joints. Il y avait aussi les scouts, il y avait aussi les étudiants d'Ilicia. Cathy s'est joint réellement à Cilicia. Il y avait un jeune de 26 ans, Bouzid, ça, on continue avec son nom. 26 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tous les drapeaux des Alliés. Que 45, c'est la victoire des Alliés. Donc il y avait tous les drapeaux des Alliés. Et ce jeune scout musulman, il avait le drapeau algérien qui était entre tous ces drapeaux. Imaginez-vous, c'est ça. Pour l'histoire, à chaque moment, lorsque l'esprit colonial a vu le drapeau algérien brandi, la seule réponse que l'armée coloniale, que la police coloniale a trouvé comme réponse face à un drapeau, c'était uniquement un drapeau qui disait quoi? Nous voulons l'indépendance. Et nous avons payé chèrement pour l'avoir. Mais c'était, tout le monde reconnaît, c'était un jour de marché. Il y avait beaucoup de monde. C'était aussi une journée de joie. Ils voulaient participer à cette joie, mais en même temps revendiquer qu'il avait droit aussi à la liberté. Parce que nous avons contribué à vous libérer en France. Maintenant, c'est notre tour, c'est notre droit. Eh bien, lorsqu'ils ont vu le drapeau algérien, les balles retentirent. Les balles, imaginez-vous, c'est ça, la France coloniale, l'esprit colonial. Uniquement la panique. Ils ont vu uniquement le drapeau, c'était un jour de fête. Si on a célébré la libération de la France de l'Allemagne nazie, et ces Algériens, le 3e régiment, nous montrent le dire. Ici en Alsace, ils ont libéré Strasbourg. Quelle était la réponse lorsqu'ils sont revenus chez eux? Eh bien, les balles retentirent. Et ça ne s'est pas limité aux balles. Le 8 mai, lorsqu'on était enfant, on n'entendait parler que du 8 mai. Mais la répression, les massacres, ils ont duré jusqu'à la fin juin. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Ils ont duré jusqu'à la fin juin. On est face à un véritable massacre. On est face à une véritable répression. Donc là, on n'est pas devant quelque chose d'accidentel. Non, c'est programmé. L'armée coloniale avec ses milices, ils ont ravagé toute la population. Combien de personnes éventrées, tuées, enfants, vieillards, ils n'ont épargné personne. C'était la terreur coloniale. C'était une terreur doublée de fureur. Parce que l'esprit colonial, c'est ça ce qu'il faut comprendre. L'esprit colonial n'admet pas l'idée de l'égalité. Que revendiquaient les Algériens en 1945? D'être respectés en tant qu'être humain, de vivre dignement en tant qu'être libre. Ils ont payé le prix. Le 3e régiment, il a libéré l'Alsace. Les tirailleurs africains, ils ont libéré la France. Quel était le résultat? Eh bien, un grand massacre. Un historien français, qu'est-ce qu'il dit? Les massacres de Siti, de Harata et de Guelma, c'est le plus grand massacre de l'histoire de France contemporaine.
Ça, il faut que les Français le sachent. Le massacre qui a eu lieu en 1945 dans le nord constantinois qui a duré plus d'un mois, c'est le plus grand massacre de l'histoire de France contemporaine. En 1961 à Paris, lorsque les Algériens aussi ont été assassinés, c'était le plus grand massacre urbain dans l'histoire contemporaine de l'Europe. Le plus grand massacre urbain de nuit. On a jeté plus de 200 Algériens dans la Seine. Il y avait un très beau graffiti fait par des artistes français qui voulaient manifester et en voulant sacraliser ce moment pour qu'il reste dans l'histoire, témoigner en disant ici on noie les Algériens. Donc ce n'est pas quelque chose d'accidentel. 45 puis nous avons 61. Mais pour le respect de l'histoire, les années 88, il y avait un grand film qui a été montré à Alger, le camp de Tiroyer. Le camp de Tiroyer, c'est le camp qui se trouve à 15 km de Dakar. C'est les Sénégalais. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé en 1944. Pour vous dire, les tirailleurs sénégalais, en 1939-40, lorsqu'a commencé la guerre, ils étaient aussi les tirailleurs aux premières lignes. Ils ont été kidnappés par l'armée allemande. Ils se sont retrouvés dans des camps. Et nous sous-jeunes. Puis après, dans les années 44, ils sont venus en France, donc il fallait les démobiliser. Ils sont partis au Sénégal en attendant leur démobilisation. Qu'est-ce qu'ils demandaient? Leurs soldats. Ce sont des soldats. Ils étaient à Dakar en tant que soldats. Ils voulaient leur démobilisation. Ils les ont mis dans le camp de Tiroyer. Ce camp-là, un très grand film, et c'est ça. Jamais ce film a été montré dans une chaîne française. C'est le film d'Osman Somben. Il faut le voir. Lorsqu'on voit ce film-là, lorsqu'on voit comment a été traité ces tirailleurs sénégalais qui ont donné leur vie, c'était des soldats français et des prisonniers de guerre. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ont vécu l'enfer autant que prisonniers, autant que militaires. Ils demandaient leur solde d'être respectés en leur donnant leur solde. Quelle était la réponse? Ils ont tous massacrés. Et puis après, on a fait une machination. On les a accusés de rébellion. Puis on les a jugés. Il y a même ceux qui ont été jugés. Alors que c'était un massacre. Pourquoi? C'est la même chose qu'en 1945. Parce que ces soldats africains voulaient demander leurs droits. Et les officiers de l'armée française à cette époque-là, c'était des Saint-Syriens. Et ça, il faut le dire, c'était des Saint-Syriens qui représentaient l'élite de l'armée française. Et bien, ce sont les Saint-Syriens qui ont été à l'origine de l'assassinat des Sénégalais. Jusqu'à présent, c'est ça qui leur fait mal. Il y a un grand travail qui doit se faire dans ce sens-là. Aussi pour leur mémoire. Il y a des fosses publiques. Il y a beaucoup, à ce moment-là, qu'ils ont été jetés dans des fosses. Jusqu'à présent, il y a des gens qui réclament parce qu'ils n'ont pas les noms. Il y a encore ce travail-là qui se fait. Donc le camp de Tiroyer, c'est un grand moment historique qui est effacé, je le dis bien, qui est effacé de la mémoire collective de la France et des Français. J'ai discuté avec beaucoup de personnes. Personne ne sait, ne connaît. Alors qu'Osman Somben, il est connu. C'est un grand cinéaste sénégalais. Voir son film, je dis pour l'histoire. Vous pouvez commander son film et le voir, le camp de Tiroyer. Et vous allez voir comment les Saint-Syriens, qui sont censés représenter l'honneur et les valeurs d'un peuple et de la France, comment ils ont agi face à ces malheureux soldats qui demandaient uniquement leur solde. Alors qu'ils ont payé le prix, eh bien ils ont été assassinés, massacrés. En plus, on les a accusés d'avoir été des rebelles et ils ont été jugés. Quelle machination! La victime redevient coupable. Est-ce que ces crimes ont été punis? Non. L'impunité reste. Hollande en 2012, parce qu'il nous a vanté
l'excellence et le génie de Bouteflika, il a parlé en disant que la France a trahi ses valeurs universelles. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que la France trahit ses valeurs universelles. Pourquoi on n'a jamais parlé du 8 mai 45, ce qui s'est passé, le massacre de Sétif? Pourquoi on n'a pas parlé du camp de Tiroyer? Parce que c'était de l'autre côté de la Méditerranée. Imaginez-vous des soldats massacrés ici, dans un fort à Milouz ou bien ici à Strasbourg, parce que c'était à Dakar, parce que c'était les autres, les Sénégalais. Et ces Sénégalais ont donné leur vie ici en France. Si la France est devenue libre, c'est à cause de ses colonies. La France de Vichy, elle a démontré ce qu'elle était. Elle est devenue l'autre nom du nazisme aussi, parce qu'elle a trahi les valeurs de la résistance elle-même. Mais lorsque l'esprit de la résistance est né, il a trouvé refuge où? Il a trouvé refuge dans les colonies. Les colonies ont sauvé la France. Et ces mêmes soldats, lorsqu'ils sont venus ici, je l'ai dit, en 70, c'était des travailleurs. Ils sont devenus plus tard les Chibénis. En 61, ces mêmes travailleurs, ils ont été assassinés, jetés dans la Seine. Et bien, c'est comme ça qu'on traite. Et c'est comme ça que la France coloniale a donné. Donc, pour nous, le 8 mai 45, jusqu'à présent, comme le camp de Tiroyer, c'était un crime contre l'humanité. Et je le dis d'une façon claire, d'une façon définitive. Nous attendrons jusqu'à la fin de nos vies des excuses solennelles que l'armée coloniale a commis des crimes contre l'humanité en Algérie et en Afrique. L'histoire ne l'oubliera jamais, parce qu'il y a des mémoires qui sont là. Je suis un enfant victime de ces gens-là. Je porte les traces de cette histoire-là. Pour l'histoire elle-même, la vérité, non. Reconnaître la vérité, c'est avancer. Ceux qui veulent nier l'histoire, ils sont en train de préparer toujours de nouveaux génocides. On a toujours dit, plus jamais ça. Et bien ça s'est passé en 1994 au Rwanda. C'était aussi une responsabilité morale de la France. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais dit les vérités sur les massacres. Lorsqu'on dit les vérités sur les massacres et on les assume, c'est en assumant la vérité des massacres qu'on peut avancer et qu'on peut lutter contre le racisme. Maintenant, nous vivons un autre racisme déguisé. Alors que ces musulmans-là, ils ont donné leur vie, ils ont donné aussi leur sueur. Et ça, c'est la phrase de Frantz Fanon. La France a été bâtie sur le sang des Noirs et des Arabes, et sur la sueur des Noirs et des Arabes. C'est une leçon qu'on ne doit jamais oublier. Aimé César, qui le livre ici, c'est le discours sur le colonialisme, qu'est-ce qu'il dit? Une civilisation qui n'a pas le courage de regarder en face son histoire, mais une civilisation moribonde, une civilisation décadente. Et c'est là que nous sommes en train de vivre. L'Europe est en train de vivre sa propre décadence. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais respecté ces valeurs qu'elle a prônées. Lorsqu'elle est dans l'extérieur, qu'est-ce qu'elle a prôné? Le vol, le meurtre, la répression. C'est ça le vrai visage de la France coloniale. C'est ravager l'Algérie. Toute l'histoire le dit, on parle de la guerre d'indépendance. Mais on n'a jamais parlé, principalement, comment c'est fait. Il y a deux Tocqueville. Le Tocqueville qui a acheté des terres en Algérie et qui a applaudi l'exploitation et le colonialisme, et un Tocqueville qui nous parle de l'Amérique. On aurait bien souhaité qu'il y aurait un seul Tocqueville qui défend la vérité. Ben pourquoi? Parce que les autres, parce que nous étions les autres dans leur idée. Et l'autre n'a pas le droit de vie comme les Occidentaux à cette époque-là. Donc ça c'est pour résumer l'esprit. Et pour nous, autant qu'Algériens, c'est aujourd'hui, on l'a intitulé 8 mai 45, 8 mai 2021. Pour qu'on soit honnête avec l'histoire. Penser, c'est déranger, oui. Penser, c'est dire toujours la vérité telle qu'elle est. On a présenté le visage
de l'ordre colonial, qui est un visage terrible. Mais on a vécu, nous, en Algérie. Il y a Mohamed Harbi qui le dit d'une phrase simple. La guerre d'indépendance en Algérie a commencé le 8 mai 1945. Suite à ce massacre-là, l'idée définitive que l'indépendance ne peut s'arracher qu'avec une guerre, et c'était la guerre d'indépendance qui s'est déclenchée ce 8 mai 1945. Pourquoi? Parce que toutes les classes sociales à cette époque-là se sont reliées aux indépendantistes algériens à cette époque-là qui étaient représentés par le PPA, MPLD, dont l'origine de sa naissance reste l'État nord-africaine ici en France. La première idée de l'indépendance est née en 1927 lorsque Messaïr Haït, dans son discours à Bruxelles, il a dit l'indépendance du peuple algérien d'Algérie. En 1927, lorsque personne ne pensait à cette idée-là, c'était un véritable séisme. Lorsque, en 1947, un représentant de l'ordre colonial, il a posé la question à ceux qui manifestaient. Que voulez-vous? La réponse, elle était cinglante. Tout le monde acclamait l'indépendance. Et bien ce mot-là, l'indépendance, il continue à résonner dans la société algérienne jusqu'au 5 juillet 2019. كلمة الشعب يريد الاستقلال قيلت في 45 وسمع الشعب الجزائري 5 جويلية 2019 نريد الاستقلال. Il n'y a pas dans l'histoire, et ça tous les historiens peuvent vous le dire, qu'un peuple, شعب الذي قام بحرب وما لها من حرب 7 سنوات. Après, 60 ans après, il demande une deuxième fois l'indépendance. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire qu'un peuple ayant souffert, ayant payé un lourd tribut, que la guerre d'indépendance était un lourd tribut, c'était une guerre cruelle. Après 7 ans et demi de guerre, 60 ans après, ce peuple-là une deuxième fois demande l'indépendance. Et c'est pour cette raison qu'on a intitulé 8 mai 45, 8 mai 2021. Pour nous, c'est clair, je l'ai mis dans le texte, de l'ordre colonial à l'ordre militaire. Jazairiyun, si vous permettez, il faut lire la fiche. Nous avons vécu 2 grands moments historiques. « 8 mai 1945 الشعب الجزائري طلب بالاستقلال وكان جديرا بالاستقلال لأنه ضحى من أجل تحرير فرنسا من القبضة الاستعمارية ومن القبضة الألمانية النازية. Comme on a été récompensé par un massacre. Mais après la guerre d'indépendance, nous avons vécu malheureusement une deuxième colonisation. Cette colonisation est le fruit pour moi et pour l'histoire, l'armée des frontières. Jusqu'à présent, il y a ceux qui disent l'armée des frontières, c'est qui? Est-ce que l'armée des frontières, voilà, à ce moment-là, est-ce qu'ils ont fait une guerre? Est-ce que l'armée des frontières a contribué à libérer l'Algérie? C'est une armée des frontières en 30 000 à 60 000 soldats stationnés de Tunisie et le Maroc. L'armée d'intérieur, Moudjahidine Fil-Dakhel, il n'avait plus. C'était l'étouffement total à travers la ligne Charles et Maurice. La résistance intérieure était presque détruite. C'est pour cette raison que les Algériens, le 10, le 11, 12 décembre, il y a un historien, un journaliste anglais qui a dit le bien fou politique. عندما خرج الشعب الجزائري في الستينات الذي كنا نقولوا الشعب هو اللي حرر في الستينات لأن في الداخل انتهت المقاومة. لكن كنا نقولوا on a gagné la guerre politiquement aussi parce que la résistance intérieure était presque détruite.
Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée des frontières est rentrée en Algérie. Imaginez-vous 30 à 60 000 soldats armés avec des blindés. D'où ont-ils eu tout cet arsenal militaire? Quelle était leur mission? Tous les historiens, philosophiquement parlant, je vous dis la phrase. L'armée des frontières est une armée de conquête et de domination et de pouvoir. Elle a agi de la même manière. Elle a imposé sa dictate. Elle a imposé sa philosophie totalitaire. Qu'est-ce que ça a donné après pour l'Algérie? Eh bien, depuis 60 ans, le peuple algérien, en 2019, le problème en Algérie a commencé en 62. Farhat Abbas le dit, l'historien. Le dit dans son livre L'indépendance confisquée. On nous a volé l'indépendance. Qui nous a volé l'indépendance? L'armée de frontières. L'armée de frontières, elle a imposé le pouvoir par la force. C'est ça ce que je veux vous dire. Depuis cette date-là, tout se fait dans la force en Algérie. Tout se règle par la force, la répression, les complots et le crime. Le crime en Algérie, il a commencé en 57. Qui était derrière le crime de 57? C'est Boussouf, lorsqu'il a assassiné Abdel Ramadan. Boussouf a fondé le pouvoir algérien sur le crime. Et depuis ce jour-là, on a évacué le politique. Il n'y a pas de vie politique en Algérie. Il n'y a que la force, les complots, les trahisons, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de vie politique parce que tout se règle dans la violence. Tout se règle dans le crime et dans le complot depuis 62. Parce que le pouvoir a été pris par la force et par la logique des armes. Celui qui avait les armes, il a pris le pouvoir. Et l'armée des frontières, elle a assassiné presque 2000 moudjaheds à cette époque-là. Il a imposé sa vision, la vision du militaire. Moi, je l'appelle la culture militaire. La culture militaire a détruit l'Algérie. Donc, pour nous, c'est clair, de l'ordre colonial à l'ordre militaire. À l'époque du colonialisme, qu'est-ce qu'il y avait? Le colon et l'indigène. Eh bien, à l'époque de l'armée des frontières, on a le militaire et le civil. Inimaginable comment le militaire regarde le civil en Algérie. Quel mépris, jusqu'à présent. L'armée des frontières, son véritable ennemi, c'est le peuple. La guerre au peuple a été faite en 62, elle a été faite en 65, elle a été faite en 88, elle a été faite en 80, à Tizi Ouzou, elle a été faite en 2001. La guerre contre le peuple. Et dernièrement, ceux qui ont utilisé le mot, ce qui se passe en Algérie maintenant, la répression. Imaginez-vous des gens qui sortent depuis 2 ans. Le peuple d'Algérie clame depuis 2 ans qu'il veut vivre dignement chez lui, qu'il veut instaurer un pouvoir légitime où la société se reconnaît dans ses gouvernants. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les prisons, les viols. Imaginez-vous, on torture à l'intérieur des organismes de sécurité, là où ils sont censés protéger le peuple. Eh bien, ce peuple-là se retrouve menacé par sa propre État. On a un seul concept en Algérie qui demande tout, Al-Hogra. Al-Hogra, c'est un concept que les gens sont victimes. En Algérie, ce n'est pas une victime qui parle. Le peuple se considère comme victime. الشعب هو اللي يقول أنا ضحية من؟ ضحية النظام. وهذه موجودة هذه. Dans tous les pays arabes, les peuples sont victimes de leur État. Imaginez-vous dans l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait les dictatures? Les dictatures ont ruiné le peuple. Qu'est-ce qu'elle a laissé la dictature de Saddam Hussein? Un peuple en ruine. Certes, il y a eu 2003. Certes, il y a les faucons américains. Mais c'est la dictature qui était aussi à l'origine de tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait la dictature libyenne? Les dictatures ruinent leur peuple. العقلية العسكرية تدمر الشعوب. تدمر الشعوب. تفسد البلاد وتفسد العباد. Un peuple est grand par l'esprit de liberté qui l'anime, par l'esprit de cohésion qui le dynamise. Mais lorsqu'on vit dans une société, comment voulez-vous qu'un peuple soit uni? Jusqu'à présent, le pouvoir algérien fait tout pour diviser le peuple.
pour créer la scission dans la société elle-même. Pourquoi? Pour se présenter comme le seul garant de l'unité. Mais quelle unité? Imaginez-vous un jeune Algérien, âgé de 20 ans. Quel est son avenir? Eh bien, le jeune Algérien, voici ce qu'il a comme possibilité. Soit mourir sous les balles assassines de l'armée des frontières, ça s'est produit dans l'histoire. En 2001, en 88, qui ont été assassinés? C'est la jeunesse algérienne. Soit il meurt en mer. Imaginez-vous un peuple avec toute son histoire, avec tout son sacrifice. Notre jeunesse, elle meurt en Méditerranée. La Méditerranée qui était le berceau des civilisations. Vous avez le grand historien français Fernand Braudel, le bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen était une arbre de paix, un oasis de civilisation. Qu'est-ce qu'elle est devenue la Méditerranée? Un cimetière pour qui? Pour les enfants. Faut pas oublier ceci, Alsaciens. 3e régiment des tirailleurs algériens, lorsqu'ils ont libéré, ce sont leurs enfants aussi qui prennent la mer. Il y a aussi une dette envers les sans-papiers qui sont ici. Parce que les sans-papiers qui sont là, ils n'avaient devant eux que cette armée des frontières qui a détruit l'idée de l'espoir. Il y a un historien qui a appelé la non-vie. Cette armée des frontières, ce système en Algérie, qu'est-ce qu'il a créé? La non-vie chez les Algériens. Donc un jeune, qu'est-ce qu'il a? Soit mourir sous les balles, soit mourir en mer, soit s'il a de la chance, il peut atterrir à Lampedusa vivant. Et lorsqu'il arrive à Lampedusa vivant, qu'est-ce qu'il attend ici? Des rêves brisés. Une société qui le regarde avec dédain, avec mépris aussi. Heureusement que nous avons des amis français, des associations qui sont là et qui puissent témoigner de cette histoire et de cette amitié entre les deux peuples. Eh bien, les rêves brisés, il arrive ici avec des rêves brisés. Et ceux qui ne prennent pas la mer, quel est leur devenir? Le chômage, la pauvreté. Voici le rêve de la jeunesse algérienne. Comment voulez-vous, face à cette réalité-là, le peuple algérien, c'est ça, quelque chose de sublime et de grandiose. هذا لم يحدث في التاريخ. نتحداو أي مؤرخ اللي يقول لك شعب اللي عانى استعمارين, une colonisation extérieure, une colonisation intérieure. Il sort pacifiquement. Attendez, في التاريخ, une révolution qui voulait se faire pacifiquement. Toutes les révolutions du 19e siècle, c'est des révolutions violentes. La violence révolutionnaire. المؤرخين même Hegel, l'histoire est tragique. بالنسبة إليهم التغيير دائما تغيير ثوري عنفي. La violence révolutionnaire. Le peuple algérien est en train d'innover, même sur le plan conceptuel. Nous allons vous dégager pacifiquement. Le pacifisme devient une arme révolutionnaire pour les peuples dans le futur. Alors qu'il a vécu 2 colonisations. Un peuple terrorisé, un peuple opprimé, qui sort chaque vendredi les mains vides pour demander sa liberté. Et qu'est-ce qu'il a devant lui maintenant? Parce que le pouvoir panique, la répression, la torture, les emprisonnements arbitraires. Face à l'arbitraire. L'arbitraire, pour le comprendre ceci, il y a déjà Bachir Hadji Ali qui a écrit en 65 l'arbitraire. En 65-67, il était emprisonné. L'arbitraire, la manipulation, la répression, le crime, les complots font partie de l'ADN du système politique en Algérie. Il vit sur ça, c'est ça son ADN. Donc ça fait partie de toute son histoire. Ben, ce peuple-là, face à 2 colonisations, eh ben, il sort déterminé. Il réagit pacifiquement. Maintenant, kalima li ikhwanina fi al-dakhil et toute la diaspora. Le temps de la révolution populaire telle qu'elle s'est faite pendant 1 an doit changer de cadre et de programme. L'organisation est nécessaire. Sortir chaque vendredi pour reproduire le passé n'a pas de sens. Ça ne peut créer qu'une forme d'impasse politique. Et l'impasse politique, vous savez, c'est d'être
يفتح كل الراديكاليات. L'impasse ouvre à toutes les radicalités et surtout la radicalité du désespoir. Imaginez-vous lorsqu'une jeunesse désespère de son avenir. Déjà, lorsqu'au temps de Chadli, ils ont utilisé le slogan pour une vie meilleure. La jeunesse à Alger, qu'est-ce qu'elle répondait? Pour une vie meilleure. Vous le dire, imaginez-vous qu'elle désespère cette jeunesse maintenant, après 2 ans, après 60 ans de spoliation. Qu'est-ce qu'il y a en Algérie? Imaginez-vous un peuple algérien digne de son histoire. Lorsque l'Algérie était le blé de Rome, les Algériens n'arrivent même pas à trouver un bidon d'huile, du lait. Voici à quoi est réduit l'Algérie, la paupérisation totale, la misère totale. Voici ce que ce régime nous a entraîné. Ce régime, il ne peut vivre que sur la dislocation de l'Algérie. C'est pour cette raison, s'organiser maintenant est vital. Pourquoi? Parce que l'organisation, c'est un horizon politique. N'oubliez pas que sur le plan philosophique, nous vivons plus de l'image que nous avons de nous dans le futur que celle du passé. C'est l'image que vous avez de vous-même dans le futur qui vous dynamise. Imaginez-vous pourquoi nous sommes là. C'est vrai, nous répondons à une exigence morale. Nous devons dénoncer ce système-là. Mais nous portons nous-mêmes l'espoir que nos enfants ne vont pas mourir en mer, ne vont pas faire la queue, ne vont pas se bagarrer pour un bidon d'huile, vont vivre dignement. C'est pour cette raison que nous sommes là. Donc c'est l'espoir, l'image du futur qui nous fait vivre. Ben, ce peuple-là, il a besoin d'un horizon politique. La révolution populaire telle qu'elle se fait maintenant, elle n'ouvre pas un horizon politique. S'organiser devient vital. Le moment dans lequel nous vivons en Algérie est un moment crucial. Je le dis en une phrase simple. Le destin de l'Algérie se joue maintenant. مصير الجزائر كبلد كشعب كوحدة الآن. هذا مصيره يلعب الآن. Le destin de l'Algérie se joue maintenant. Est-ce qu'il y a une presse qui s'est intéressée à ce qui se passe en Algérie? Ben non, un silence total. Pour la première fois dans l'histoire, le peuple algérien est seul, alors que son combat est juste. Dans les années 50-60, il y avait l'idée de l'indépendance. Les Américains, lorsqu'ils sont venus en 1942, ils ont créé l'idée de l'émancipation des peuples. L'URSS de l'autre côté, la CGT ici, le Parti communiste qui était fort. Donc l'idée de la libération du peuple, elle existait. Le peuple algérien, dans les années 50-60, eh ben, il a trouvé dans cette idée d'émancipation une aide internationale. L'histoire à l'ONU, on défendait la cause algérienne, la cause indépendante. Mais pourquoi ce silence maintenant? Maintenant parce que nous vivons un moment historique sur l'histoire de l'humanité. Les sociétés aussi, en Europe, en Occident, en Chine, en URSS, sont aussi victimes aussi de leur État. C'est pour cette raison que le peuple algérien, à travers sa lutte pacifique, ils ont indiqué aussi une nouvelle histoire de libération du XXIe siècle, où les peuples aussi vont se libérer de leur État. Jusqu'à présent, c'est la France-Algérie. On a déjà de l'autre côté la semaine passée, l'autre semaine, on avait la junte militaire en Algérie opprime et terrorise, la France de Macron et l'Europe complices. Mais qui? Tous les intérêts banquiers. Bon, le peuple en France, le bas peuple, il souffre aussi. Les peuples en Europe souffrent. Les intérêts, c'est l'oligarchie de la France-Algérie. C'est eux qui bénéficient de toute cette complicité, de ce silence. Au détriment de qui? Au détriment des peuples. La lutte du peuple algérien, peuple français, c'est aussi la vôtre. Parce que le peuple de base français souffre aussi. 1% de la population mondiale détient plus de 90% de la richesse. L'oligarchie financière, elle impose au diktat. C'est pour cette raison que le peuple algérien est seul. Parce que si le peuple algérien se libère, il sera un exemple et un modèle pour les peuples de l'humanité pour se libérer pacifiquement. 2 ans, aucune vitre n'a été cassée. Quelle exemplarité et quelle maturité pour un peuple qui a compris la nature de ce système.
Parce que l'ordre colonial, comme l'ordre militaire en Algérie, ils ne vivent que par la violence, se nourrissent de la violence. Alors, le peuple algérien donne l'histoire. C'est pour cette raison soutenir le peuple algérien. C'est un devoir moral. Ne pas le soutenir, c'est rester complice des oligarchies financières, rester complice de toutes les dictatures. Le peuple algérien, qu'est-ce qu'il demande? Pourquoi on a jusqu'à présent des gens qui meurent en mer? Parce qu'ils veulent vivre dignement chez eux. Eh bien l'Europe, elle est hypocrite. Et la France n'en parle pas. Qui a armé la police française? Qui a armé la police algérienne? Qui l'a entraînée? Qui l'équipe? C'est le Parlement européen. C'est l'Europe qui équipe cette police algérienne qui réprime. L'Europe est complice. La France, elle soutient cette police qui réprime parce que le matériel, il est français. L'entraînement, il est français. C'est dans ce sens-là qu'ils sont complices. Donc, c'est le moment pour nous tous d'être en diapason avec le peuple algérien. Le peuple algérien, comme j'ai dit, surtout pour les Haragas, ils veulent rester chez eux, ils veulent vivre dignement. Si on libère l'Algérie, même nos amis africains peuvent rester en Algérie. L'Algérie, elle est assez grande avec ses richesses pour entretenir toute la partie sud de l'Afrique. Alors qu'est-ce qu'on fait aussi? L'hypocrisie, eh bien on soutient qui? On soutient les militaires. Et puis, le lendemain matin, le Front National, toute l'extrême droite, elle nous parle de qui? Des petits vols. Ah, il y a l'immigration. Pourquoi il y a l'immigration? Parce que vous étouffez les peuples. Idriss Déby en Afrique. Les Africains jusqu'à présent ne choisissent pas leur président. L'Afrique n'appartient pas aux Africains et l'Algérie n'appartient pas aux Algériens. L'Algérie appartient à cette oligarchie militaire. Elle n'appartient pas au peuple algérien. C'est pour cette raison que le peuple algérien est dans la rue. On a un autre message, le 23 mai, à Strasbourg, devant le Parlement européen, la Cour européenne des droits de l'homme, la diaspora algérienne. C'est un appel de la diaspora algérienne et à travers un appel de la diaspora algérienne, l'idée de l'unité de la diaspora. Une unité qui prouve que cette diaspora est arrivée à un stade de conscience politique, de maturité, et elle porte en elle les sacrifices et les souffrances du peuple, parce que nous faisons partie de ce peuple. Il n'y a pas l'intérieur et l'extérieur. Il y a un peuple qui porte les revendications d'un peuple qui souffre depuis 60 ans. L'unité de la diaspora est nécessaire parce qu'on donne un exemple à toute l'Europe. Le 23, de 13h à 17h, on donne un exemple à travers notre unité. Comme prouvé dans l'histoire, le contrat de Rome. Et là, je reviens toujours pour saluer la mémoire des moines, et surtout le frère Christian, qui faisait partie aussi du contrat de Rome. Lorsque les Algériens se sont rencontrés à Rome, ils ont dialogué, ils ont présenté des solutions. Lorsque les Algériens se rencontrent, ils dialoguent, ils trouvent des solutions. Qui s'oppose à leur dialogue et à leur solution? C'est le système, c'est ça. Le système est opposé à la volonté du peuple. Donc on vous donne rendez-vous le 23 mai pour qu'on soit solidaires, unis, avec le même slogan, la même vision. La lutte, elle est verticale. Nous et le système. En Algérie, comme l'époque coloniale, il y avait le colonna et l'indigène. En Algérie, c'est la même chose. Il y a l'Algérie des galants, l'Algérie des militaires, l'Algérie des mafieux. Des gangs. Oui, parce qu'ils ont habitué à régler tout par le crime et la richesse. Ils essayent de corrompre tout le monde. Jamais dans l'histoire d'un pays, la corruption n'a atteint son stade qu'atteint en Algérie. Donc ce système-là, elle est connue. La Cour européenne des droits de l'homme est en marche du Parlement européen, de 13h à 17h.
la rencontre se fait à la Cour européenne des droits de l'homme, puis suivra une marche de 13h à 17h. Mais j'insiste sur ce mot-là. L'exemple de l'unité de la diaspora, Inch'Allah, nahnu soura, je le dis dans un langage platonicien. Nahnu soura musaghara lil mujtama al-jazairi. Avec nous, comme il n'y a pas d'intérieur d'extérieur. Nous sommes et nous portons l'image de l'Algérie. L'exemple de l'unité le 23 mai, Inch'Allah Babi sera un éclair, un encouragement. Que l'unité du peuple algérien à l'intérieur est aussi possible. Que les Algériens sont capables de relever le défi, comme ils l'ont relevé dans les années 50. Relever le défi, c'est bâtir une nouvelle société, une société de paix, une société de prospérité. Et on est capable, parce que l'Algérie a pris individuellement, il vaut un trésor. Collectivement, nous avons été détruits, ravagés, comme on l'a été dans l'ordre colonial, comme on l'a été par le système. من يقتل الشعب؟ من يقتل إرادة الشعب؟ من يخلق اليأس؟ وهذا النظام الفاسد والقاتل لكل الإرادات. Surtout ça, je vais clôturer avec ça. النظام الجزائري إنه يشن حربا على الشعب الجزائري، والحرب هذه منذ الستينات، منذ الاستقلال ويشن حربا على الشعب الجزائري. Et ça, tout le monde, on arrive à cette conclusion. Une société victime de son État. Qui dit le Chab, le Hougra, il revendique son système, il revendique son statut de victime. Ce n'est pas une victime, c'est le peuple qui se considère dans sa totalité comme victime de son État. Nous sommes victimes d'un État mafieux, destructeur, qui a tué l'espoir de la jeunesse algérienne. Les jeunes Algériens, je le redis pour la dernière fois, soit qu'ils meurent sous les balles assassines du régime, de cette armée des frontières, soit qu'ils meurent en mer, soit qu'ils arrivent ici en Europe avec un rêve brisé, soit qu'ils restent en Algérie avec le chômage et la pauvreté. Voici à quoi est destinée une jeunesse dont les pères ont sacrifié leur vie, ils ont donné leur vie pour la libération. Est-ce que cette Algérie dans laquelle nous vivons maintenant est celle dont nos pères ont rêvé? Ben non, ben nous voulons une Algérie digne, à la hauteur de nos pères qui se sont sacrifiés, à la hauteur de cette jeunesse qui est chaque vendredi qui est en train de sortir, de revendiquer sa liberté et qui est en prison. Toute personne qui est en prison sache qu'il a toute notre reconnaissance. المعتقلين في السجون والذين كل يوم يعني يبكون في أحوالهم الشخصية. Vous êtes dans nos cœurs. Si nous sommes là, et si souvent on ne parle pas de vous directement, parce que toute l'Algérie est otage de ce système. Même nous ici, est-ce que les Algériens ici sont respectés? Comment peut-on respecter un peuple lorsque ce peuple-là, il est gouverné par une mafia? La karamata li muwatin illa idha kanat huna karama li watanihi. Ne peut pas être respecté lorsque ton propre pays ne l'est pas. Ça, il faut le comprendre. Même ici, même les Algériens qui ne viennent pas. Quelle vie vous menez? Quel regard on porte sur vous lorsque derrière vous, vous avez une mafia qui gouverne et qui détruit le peuple? C'est pour cette raison, être là, c'est un devoir. Le 23 mai aussi. Et à partir pour le 5 juin, Inch'Allah, on va revenir sur les moines. Qui a assassiné les moines? Le 23 mai, ça serait le symbole de l'unité de la diaspora qui dit haut et fort, nous avons un seul adversaire. Et parfois même c'est un ennemi, qui est cette mafia qui détruit le pays et qui détruit le peuple, et surtout qui détruit l'espoir. Il n'y a pas de pire dans l'histoire. عندما تقتل الأمل في نفس الشهور. Une minute de silence. Seul crime, le grand crime, عندما تقتل الأمل في نفوس الشعب. خاصة في الشباب. Ben, ce pouvoir il tue l'espoir dans la jeunesse. Ce pouvoir tue l'espoir dans notre jeunesse parce que notre jeunesse, elle meurt en mer. Et encore un mot pour tous les détenus. Vous avez notre reconnaissance infinie. Et c'est parce que vous êtes en prison que vous démontrez à l'opinion internationale, à l'opinion mondiale, que ce pouvoir, c'est un pouvoir criminel. Toute personne qui est en prison, à toute mère, à tout père, dont le fils est en prison, qu'ils sachent que leurs enfants représentent l'honneur
de la génération du 22 février 2019. Parce qu'ils portent un prix, parce qu'ils sont en train de se sacrifier. Honneur et grandeur à ceux qui défendent les nobles causes. Je le dis d'une autre manière. كل الشرف وكل التقدير وكل الاحترام الذين يدافعون عن القضايا الكبرى. L'histoire retiendra le nom de ces gens-là. Et elle ne retiendra jamais le nom des généraux. كي يقول الشعب الجزائري الجنرال على بوبا في مزبلة التاريخ. كل الناس التابعين الآن للDRS الذين يخدمون النظام سيكونون أيضا في مزبلة التاريخ. والمسجونون الآن سيدخلون إن شاء الله في التاريخ لأنهم دخلوا في قلوبنا. دخلوا في قلوبنا سيدخلون. السلام عليكم. Si il y a une personne qui veut dire un mot qui soit, maintenant c'est le forum du peuple. Salam alaikum, Azul Kallaouen, bonjour. Juste un mot par rapport au rassemblement du 23 mai à Strasbourg 2021. C'est un appel citoyen à toute la diaspora en Europe. Donc normalement, Inch'Allah, il y a nos concitoyens qui vont venir de partout. On a déjà des appels d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, de Suisse, bien sûr toute la France et d'Angleterre si jamais les conditions sanitaires sont permises d'ici là. Mais en tous les cas, on sera très nombreux, Inch'Allah. C'est devant la Cour européenne des droits de l'homme de 13h à 17h. Et c'est pour faire une marche jusqu'au Parlement européen. Donc pourquoi un dimanche? Parce que beaucoup de personnes s'interrogent sur le fait que ce soit un dimanche et devant des instances où il n'y a personne. Même si on y allait un jour, 2 semaines, sachez qu'on ne sera pas ni entendu ni reçu. En fait, c'est surtout pour un rassemblement médiatisé devant ces instances. Sachez qu'il y a déjà une déclaration qui a été faite à la préfecture. Donc cette déclaration, elle va remonter plus haut. Donc il y aura un rapport qui va être fait, comme quoi la diaspora en force est arrivée jusqu'à Strasbourg pour porter la voix de leurs concitoyens en Algérie, la voix des détenus d'opinion et pour dénoncer, alors ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant publiquement, mais nous allons dénoncer ce jour-là l'ingérence de la France-Afrique, l'ingérence des pays européens. Et on va aller jusqu'au Parlement européen. Pourquoi? Parce que les peuples européens, au sein du Parlement, nous ont soutenus. Il y a eu 2 résolutions qui ont été votées par les peuples européens, non pas par leurs dirigeants. Donc nous allons faire encore plus de pression pour leur demander de laisser les Algériens demander leur démocratie, de ne plus barrer la route à la volonté des peuples à obtenir leur démocratie, à construire un pays libre, pour que eux-mêmes puissent établir des droits, des justices, voilà, une citoyenneté, alors qu'aujourd'hui il y a des dictatures partout en Afrique. Donc nous allons porter la voix des Algériens en particulier et de l'Afrique en général. Donc j'espère que vous serez nombreux ce jour-là. Comme ça va, merci. Je vais ajouter uniquement un mot, parce que ça m'a rappelé, dans les années 70, le grand livre. Je pense de Salah, lorsqu'il a dit « Mawsim al-Hijra, min al-Janoub, min al-Shamal ». Lorsque l'Algérie sera libre, lorsque les pays africains seront libres avec toute leur richesse et leur générosité, nous allons vivre un mouvement inverse, du nord vers le sud. Et vous serez accueillis, comme vous l'avez été en 1960. S'il te plaît, pour les gens qui... Non, le 8 mai. Pour le 8 mai, ça, ouais. Oui, si vous permettez, pour le massacre 20 minutes, de 8 mai 1945, comme l'a dit un historien français, c'est le plus grand massacre de l'histoire de la France, c'est le plus grand massacre de l'histoire de la France coloniale. Ce jour-là, l'ordre colonial a démontré ce qu'il est. Il n'admet jamais l'égalité. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Comme le racisme, comme l'impérialisme, ils n'admettront jamais que l'autre leur soit égal. Et ça, c'est un message qui est contre l'humanité. Qu'on le veuille ou non, l'autre est notre frère. Et s'il est notre frère, donc il est notre égal. Et respecter l'autre dans sa dignité d'être humain, c'est ça qui nous fait grandir. Alors que l'autre colonial, il a ravagé et le pays et l'être humain lui-même, l'Algérien. C'est pour cette raison que nous avons toujours dit des crimes contre l'humanité. Alors,
une minute de silence pour tous ces victimes du Nord constantinois qui a duré plus d'un mois. شكرا. C'est bon, شكرا بارك Si الله vous فيك. permettez, on توفيق va يا جماعة. montrer l'affiche parce qu'on n'a pas pris une photo avec l'affiche de Khalada. فوق منها بحداها برك. يعطيكم الصحة. لا إلا فوتو في القراءة. Merci d'avoir suivi. لا مازال ندير لا فوتو تاع هذيك. ذهب. بدروح كده. فوالا. معك. Puisque nous avons rendu hommage aux crimes et aux massacres du 8 mai 45, nous voulons vous montrer certaines images. Parce que l'image, lorsqu'elle est gravée dans la mémoire, reste une image qui nous interpelle, qui nous parle. Regardez ces images-là. Des fois devant ces images de terreur, d'oppression et en même temps de joie, parce qu'on voit des enfants qui voulaient uniquement clamer le plaisir d'être libre. ماذا كان يريد هذا الشعب في تلك الفترة؟ كان ينادي فقط بالحرية. عندما المستعمر رأى فقط العالم الجزائري في تلك الفترة، الرد تاعو كان القتل، كان الذبح، كان التدمير. والتدمير هذا لم يدم فقط يوم ولكن تعدى حتى أكثر من شهر. C'était un véritable massacre. Et pour l'histoire aussi, pour le peuple d'Algérie maintenant, ce peuple-là qui vivait la misère, ويقولوها la misère noire، الفقر اللي عاشه الشعب الجزائري في تلك الفترة يعلم به إلا الله، والناس اللي عاشوه c'était une grande misère. C'était l'épidémie, la souffrance, la pauvreté. Mais ce peuple-là, est-ce qu'il est sorti pour demander l'amélioration des conditions de vie? En 45, est-ce que le peuple de Siti, est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il est sorti pour demander l'amélioration? Est-ce qu'il a demandé des conditions de vie meilleures? Avec toute cette misère, avec toute cette souffrance, qu'est-ce qu'il a demandé? L'indépendance. Et c'est pour cette raison que nous disons au peuple d'Algérie de l'intérieur, demander l'indépendance, c'est la demande la plus sublime, la plus grandiose, la plus valeureuse, qui vaut toutes les autres demandes. Parce que lorsque vous êtes libre et indépendant, vous réglez tous les problèmes. Tous les problèmes que vous vivez ne sont que le fruit de ce système politique qui a détruit l'Algérie. لهذا علينا أن نطالب دائما بالاستقلال مهما كان الفقر، مهما كانت الصعوبات، ونعلم هذا جيدا أن الشعب الجزائري يعاني من الفقر، يعاني من الظلم، ولكن عليه أن يحتج فقط ضد هذه العصابات. وعندما يخرج يطالب كما طالب الشعب الجزائري في ال45، Je veux l'indépendance, nous voulons l'indépendance. هذا الشعار يبقى قوي. ماذا يريد الشعب الجزائري الآن؟ نفس الشيء عندما قاله 45، nous voulons l'indépendance. إذن على إخواتنا في الداخل
أن يخرجوا دائما كل جمعة بشعار قوي وبالتصعيد دائما نفس المطلب، وهذا المطلب تاريخي، مطلب إنساني يريد الاستقلال. عندما الإنسان يحتج فقط على أمور الاجتماعية، il améliore ses conditions de vie à lui. Est-ce qu'il améliore ses conditions de vie de la société? Est-ce qu'il améliore les conditions de vie de ses enfants futurs? Est-ce qu'il crée l'espoir pour la jeunesse? Non. Le véritable espoir ne peut naître que si on se libère de ce pouvoir de cette junte militaire. Surtout بعد التصريحات تاع وليد نقيش نقولوها للتاريخ، علينا ان نحرر انفسنا او نقفل انفسنا الان. On n'a pas le choix. Le destin d'Algérie se joue maintenant بهذا المطلب الوحيد والمطلب الاساسي، الشعب يريد الاستقلال. ولكن عندما يقول الشعب يريد الاستقلال على اخوتنا في الداخل ان ينظموا انفسهم. الاستقلال نعم، ولكن ما بعد الاستقلال؟ لابد ان تكون هناك جماعه قويه، فكر قوي، فكر استقلالي يحمي طموح الشعب. L'organisation est vitale et nécessaire parce que le destin d'Algérie se joue maintenant. Soit l'organisation de la révolution populaire pour donner de l'espoir et un horizon politique, soit ce régime, il faut le comprendre. هذا النظام يمثل خطر ولا menace réelle على الوحدة الاجتماعية، على الوحدة التفكيري. Ça il faut le comprendre. Ce pouvoir représente une menace réelle pour la cohésion sociale et l'intégrité territoriale. Si on ne se lève pas maintenant, l'Algérie dont nos pères sont morts pour elle, peut-être on ne la verra plus jamais. Et on va dire, ce fut l'Algérie. On va parler d'Algérie au passé. Pourquoi on a laissé cette junte militaire détruire le pays et détruire l'espoir. Lorsqu'une jeunesse n'a plus d'espoir, tout devient possible. علينا أن نخلق الأمل بهذه الشبيبة. كيف نخلق الأمل؟ ننظم أنفسنا بقوة، تكون جماعة قوية تحمل هموم الشعب وتحمل أماله. Un véritable politicien, celui qui porte la souffrance d'un peuple et aussi ses espoirs. Il faut qu'il trace le chemin, c'est ça. Être un politicien, c'est tracer son chemin et non répéter l'histoire. On ne répète pas l'histoire. On n'est pas dans les années 50. الجيل الحقيقي هو الذي يبدع مصطلحاته ويبدع فكره. C'est ça une véritable génération. Et nous avons en Algérie des gens qui sont capables de tracer leur chemin. Être un politicien et être un homme, c'est tracer son destin. Ils sont capables. Si vous êtes à nous de leur faire confiance, à nous de s'unir ici. Le 23 mai reste une date historique. Nous donnons l'exemple à la population de la société intérieure que nous sommes unis derrière eux. Et notre exemple d'unité sera aussi une force pour eux. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. وحدتنا هي أيضا وحدة الداخل. وكلما توحدنا كلما بنينا جزائر الغد. لأن النظام هذا يعيش دائما بفرقتنا. C'est ça son génie. La seule force de ce système, c'est la scission et de détruire la cohésion sociale. لا يريد شعبا منظما، لا يريد قوة اجتماعية. Tout ce qui l'intéresse, c'est une société fragile. La fragilité d'une société, c'est elle qui donne sa force. وشعب جزائري اللي يخاف يقول لك ما هو مصيرنا. نقولها للتاريخ. Tout peuple qui a peur de son avenir n'a pas le droit d'exister, n'a pas le droit d'exister dans l'histoire. الشعب لا يخاف من تاريخه. الجيل الحقيقي هو الذي يواجه. Être un homme, c'est affronter son destin. C'est le vivre. Ce n'est pas s'échapper à avoir peur de son destin. À nous de prendre nos destins en main. L'histoire en Algérie, elle est en marche. Et je le dis avec toute la philosophie de l'histoire. L'histoire de l'Algérie est en marche. À nous d'assumer notre destin. À nous de défier ce système qui a détruit les Algériens et l'Algérie. Il ne faut pas avoir peur d'affronter son destin. Celui qui n'affronte pas son destin, eh bien les conclusions sont terribles. Cette Algérie peut-être disparaîtra de l'histoire. Parce que nous avons un système qui a détruit l'Algérie et a détruit le peuple algérien. 10 millions d'Algériens à l'extérieur. Tous les Algériens qui sont sortis à l'extérieur, plus de 50% pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales principalement, parce qu'ils étouffaient. Et bien c'est à nous ici de libérer pour que l'Algérie redevienne un oasis de paix et de justice pour les peuples d'Afrique et pour nous. Et c'est possible. Il faut toujours avoir cette idée dans la tête. Lorsque vous êtes déterminé, rien ne peut s'opposer à votre détermination. Il faut être déterminé. Lorsque vous êtes déterminé, c'est là la faiblesse de l'autre. Lorsque ton adversaire sent en toi une force déterminée,
Il sait qu'il a affaire à des gens déterminés. Tuez-nous. Nous sommes faits pour ça. Vivre, la mort fait partie du destin qui défend les grandes causes. La mort fait partie de notre destin, surtout ici. Le pouvoir algérien, il a assassiné en France. Combien d'assassinats ont été faits? Combien de crimes ont été commis en France? Vous êtes ici en France, vous pouvez parler. Mais le système algérien, il a assassiné en France. Et on l'a vu, on a des affiches ici. Des assassinats ont été commis en France, ici, par le système algérien. Sans parler de l'Espagne, sans parler de l'Allemagne, donc, l'assassinat fait partie de l'ADN de ce pouvoir, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors si on veut se libérer, il faut être solidaire, il faut être déterminé. Détermination. وحدتنا وصمودنا وإن شاء الله سننتصر لأن الأخلاق معنا ونحمل قضايا كبرى. On n'est pas là pour des intérêts personnels. On défend une grande cause, la cause d'un peuple. Ceux qui défendent les causes d'un peuple, eh bien l'histoire s'ouvrira devant eux. Ils traceront une nouvelle histoire pour notre peuple et pour l'humanité, Inch'Allah. Wa shukran.